Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Quand une entreprise stagne alors que les opérations tournent à merveille et que le produit est excellent, eh bien le coupable est souvent assez inattendu. C'est le fondateur lui-même. Dans ce décryptage, on va essayer de comprendre ce fameux goulot d'étranglement. Pas de supposition, juste une véritable exploration clinique des mécanismes en jeu. Voici notre feuille de route. On va passer par 5 étapes. D'abord, comprendre la maladie cachée. Ensuite, identifier le blocage. Appliquer les protocoles de traitement, faire la différence entre technicien et CEO, et pour finir, installer un système anti-rechute. Section 1, la maladie cachée. Et pourquoi l'état d'esprit, le fameux mindset, est un vrai problème business. Il faut vraiment détruire ce mythe tenace une bonne fois pour toutes. L'état d'esprit, ce n'est absolument pas qu'un vague concept de développement personnel réservé pour plus tard. La brutalité de cette phrase est fascinante. L'état d'esprit est un problème business, c'est le compte de résultats déguisé. Il suffit d'y penser une seconde. Si la peur du rejet empêche de décrocher son téléphone pour vendre, ou si on passe 3 jours à choisir la couleur d'un logo par pur perfectionnisme juste pour éviter d'affronter le marché, eh bien, c'est une fuite de revenus colossale et bien réelle. C'est un problème d'une clarté absolue. Et en regardant l'architecture de ce système, on comprend tout de suite pourquoi. Notre attention est presque toujours fixée sur la toute dernière étape, l'exécution. Mais l'état d'esprit, lui, se trouve complètement en amont, c'est la base. Si le cerveau bloque sur la peur de l'échec, on a beau avoir la meilleure stratégie marketing du monde, ça ne viendra pas sauver l'exécution. Le blocage arrive littéralement avant même que le vrai travail n'ait plus commencé. Ce qui nous amène tout naturellement à la section 2, identifier le blocage et diagnostiquer les symptômes. C'est là qu'une matrice devient un outil de diagnostic absolument redoutable. Plutôt que de s'arrêter à un vague sentiment de blocage, on va observer le signal de près pour poser la bonne question pivot. Quelqu'un résiste au feedback ? La vraie question à se poser, c'est est-ce que les conseils reçus sont vraiment appliqués ? Ou alors, une fuite d'énergie dans un scroll infini sur les réseaux sociaux ? Il faut chercher à comprendre où part cette énergie pour révéler un problème de dopamine. En fait, chaque symptôme en surface cache une racine très précise et c'est ce qui permet de choisir le bon traitement. Face à ces symptômes, il y a un piège monumental dans lequel on a tous tendance à tomber, la rumination. C'est cette illusion complètement fausse de croire que l'anxiété va s'évaporer comme par magie en regardant une série ou en planifiant frénétiquement pendant 3 heures. La réalité du terrain, elle, est beaucoup plus intransigeante. L'anxiété ne se dissipe qu'avec le mouvement. Une seule action concrète dans le monde réel, ça va dissoudre la peur bien plus efficacement qu'une semaine entière d'analyse. Passons donc à la section 3, les protocoles de traitement et les interventions directes pour l'esprit. Le tout premier remède, c'est le protocole d'identité. Souvent, quand on fait face à une pensée automatique du genre « je ne suis pas fait pour ça », la méthode classique, c'est d'abord de l'attraper, de la labelliser comme appartenant à une ancienne version de soi-même, puis de la remplacer. Mais attention, le détail qui change absolument tout est ici. Il faut la réécrire avec des preuves. Notre cerveau se moque royalement des affirmations positives vides de sens. Il ne va croire qu'aux preuves tangibles, aux vraies épreuves du passé qu'on a su surmonter. C'est la seule chose qui fonctionne. Ensuite, pour déconstruire cette fameuse peur de l'échec, une technique imparable, c'est d'imaginer le pire scénario réaliste. Souvent, notre imagination transforme le moindre risque en catastrophe absolue. Mais très concrètement dans les affaires, le pire, c'est généralement juste un non, un message ignoré, ou peut-être 5 petites minutes d'inconfort. Rien de fatal. Et si on se projette à 10 ans, le poids de ce petit échec sera toujours, mais alors toujours infiniment plus léger que le regret éternel de n'avoir jamais rien tenté. Lorsqu'on perd le rythme, il est vital de choisir le bon chemin pour retrouver la constance. Si l'énergie est bien là, mais qu'elle part dans tous les sens, c'est un déficit de discipline. La règle des 5 minutes est parfaite pour casser cette inertie. On commence, et au bout de 5 minutes, la machine est lancée. En revanche, si la motivation est à plat, au niveau 0, c'est que le cerveau est tout simplement saturé de récompenses faciles. La solution, c'est le sacrifice dopaminique. On parle de 48 heures d'affilée sans la moindre distraction. Quand travailler redevient la chose la plus stimulante à faire de la journée, la résistance s'effondre d'elle-même. Allez, on continue avec la section 4, technicien versus CIO, le grand changement d'architecture. C'est un passage absolument obligatoire pour enclencher la croissance. Voici la question qui bouscule tout et qui fait même parfois un peu mal à l'ego. Est-ce qu'on est en train de réparer un boulon ou de redessiner la machine tout entière ? C'est mathématiquement impossible de piloter la croissance d'un projet si on reste coincé en bas, la clé à molette à la main, à gérer chaque micro-détail opérationnel. Il faut impérativement prendre de la hauteur.
Et dans la vraie vie, cette nouvelle approche mentale impose un audit de temps ultra strict. La moitié de la semaine, c'est-à-dire 50% du temps, doit impérativement être dédiée à la stratégie et à la création de systèmes. L'exécution répétitive, elle, doit chuter à 30%, et on garde 20% pour le recrutement. Sans respecter cet équilibre bien précis, la croissance viendra toujours s'écraser contre le plafond de verre des heures disponibles du dirigeant. Ce qui nous amène enfin à notre section 5, le système anti-rechute. L'action et les remèdes ultimes. Poser un diagnostic super précis, c'est génial, mais ça ne sert strictement à rien sans une exécution derrière. La règle d'or pour les prochaines 48 heures tient en un seul chiffre, 1. On prend ces immenses to-do list de 40 tâches qui nous tétanisent et on les jette. Le remède impose de s'engager sur une seule action très concrète orientée vers le marché. Le but, c'est de relancer la dynamique sans la moindre surcharge cognitive. Mais bon, on le sait, l'élan de motivation finit toujours par s'évaporer. C'est normal. Il faut donc absolument verrouiller cette action avec des mécanismes d'engagement immédiat. Ça peut être la pression sociale d'un partenaire, un pari où l'inaction coûte littéralement 100 € de sa poche, une annonce publique ou une deadline très stricte. Attention, ce ne sont pas juste de petits axes de productivité amusants. Ce sont des véritables murs porteurs, des barrières psychologiques construites exprès pour nous empêcher physiquement de retourner nous cacher dans la procrastination. Pour terminer ce décryptage, une dernière réflexion s'impose. Quand on se retrouve face au mur de l'inconfort, et ce mur précède systématiquement toute phase de croissance, une seule question compte réellement. Qu'est-ce qu'on regrettera le plus ? D'avoir essayé avec le risque d'échouer ou de n'avoir absolument jamais tenté sa chance ? Finalement, c'est un choix qu'on fait tous les jours. C'est le choix entre la courte douleur de l'évolution et la douleur silencieuse, mais totalement irréversible, de la stagnation. À nous de choisir.